Est-ce que vous avez déjà vu une comète dans le ciel? Si oui, félicitations. Vous venez d'assister à un spectacle rare et magnifique. Et bien que dans le passé les comètes étaient source de légendes et de signes malfaisants, des scientifiques se sont posé une question. D'où viennent-elles? Au début du XXe siècle, notre vision du système solaire était plutôt limitée. On commençait tout juste à se rendre compte que les astéroïdes étaient beaucoup plus nombreux qu'il n'y paraît. On a aussi découvert Pluton en 1930, et on s'est rendu compte que dans le système solaire, ça n'est pas que le Soleil et les planètes. Et c'est pareil pour les comètes. Beaucoup de mystères entourent ces objets célestes, et des scientifiques sont bien déterminés à comprendre leur origine. Une comète est un objet bien différent d'un astéroïde. En effet, ce dernier est géologiquement mort et ne fait que refléter la lumière du Soleil. Et encore, la magnitude moyenne d'un astéroïde est très faible. En revanche, une comète est principalement composée de glace, qui se sublime à cause de la chaleur du Soleil. Ce qui crée une queue de poussière qui peut atteindre plusieurs centaines de milliers de kilomètres. C'est ce qui fait que le passage d'une comète près de la Terre est un événement astronomique très particulier et immanquable. Sauf si vous avez des nuages pendant 2 semaines. Là, c'est la faute à pas de chance. Et pourtant, plus les observations s'enchaînent, plus les scientifiques ont été capables de distinguer 2 types de comètes. Il y a les comètes avec les périodes courtes et les comètes avec les périodes longues. Le premier, donc à courte période, cela veut dire que leur orbite est plutôt moyenne à l'échelle du système solaire. Elles tournent autour de notre étoile en quelques décennies et se contentent de rendre visite à la Terre quelques fois par siècle. C'est le cas par exemple de la comète de Halley, qui vient nous rendre visite une fois tous les 76 ans, parce que sa période orbitale est de 76 ans. Elle met 3/4 de siècle à faire une révolution complète autour du Soleil. Et quand les comètes à période courte repassent, on arrive à les analyser, à identifier leur composition chimique, leur masse, et donc on peut savoir si elle est déjà répertoriée et si elle est déjà passée ou non. Aujourd'hui, le calcul des trajectoires des comètes est fait par ordinateur et facilite grandement les choses. Toutes les comètes que nous connaissons, de par leur vitesse et leur excentricité, ont une orbite connue des astronomes. Mais c'est sans compter la deuxième catégorie de comètes, celle avec les périodes longues, dont l'orbite est tellement loin qu'elle va au-delà de la ceinture de Kuiper et des géantes gazeuses. Si bien que le temps qu'il leur faut pour effectuer une révolution complète autour du Soleil ne se compte pas en années, en dizaines d'années, mais bien en siècles, voire même en millénaires. Pour en revenir au début du XXe siècle, de nombreuses comètes firent leur apparition dans le ciel sans qu'on puisse les identifier. Elles sont donc totalement nouvelles. Mais ce qui frappe le plus, c'est que leur orbite n'est pas calée sur le plan de l'écliptique. Pour ceux qui ne le savent pas, le plan de l'écliptique est un plan ordonné en 2 dimensions sur lequel tournent les planètes autour du Soleil, ainsi que la ceinture d'astéroïdes et une grande partie de la ceinture de Kuiper, au-delà de l'orbite de Neptune. Le plan de l'écliptique est directement lié au disque protoplanétaire du Soleil lors de sa formation. Et comme son nom l'indique, un disque, c'est plat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les planètes orbitent dans le même plan. Et oui Fred, c'est aussi pour ça que les planètes sont dans le même plan dans le ciel lorsqu'on les observe. Le plan de l'écliptique. Donc les comètes ne viennent pas du plan de l'écliptique. Elles viennent de toutes les directions possibles et imaginables. Pour trouver une réponse à ce mystère, en 1932, l'astronome estonien Ernst Öpik théorise alors l'existence hypothétique d'un réservoir de comètes. Un endroit tellement paumé de l'espace que tous les objets qui s'y trouvent mettent des milliers d'années à orbiter autour du Soleil. Cela corrobore également avec la composition chimique des comètes. Un endroit du système solaire tellement froid que tout gèle instantanément. Et dès qu'un objet s'approche un petit peu trop près du Soleil, la sublimation de la glace commence à s'effectuer à cause de la chaleur de notre étoile. Ernst Öpik publie alors un article dans lequel il explique que les influences gravitationnelles des autres étoiles permettent aux comètes de venir s'approcher du Soleil. À une telle distance, il est très facile d'influencer un objet céleste. Et vu que certaines étoiles se déplacent dans le plan interstellaire, alors les comètes sont également attirées lorsqu'elles sont trop loin, elles reviennent vers le Soleil. Et par ce jeu d'influence, certaines comètes peuvent donc rejoindre notre étoile et venir nous visiter dans le système solaire intérieur. Puis repartent vers les tréfonds de l'espace, amenant ainsi à une orbite très écliptique, dont la période de révolution peut durer des dizaines de milliers d'années.
Et vu qu'elles viennent de toutes les directions, Öpik émet alors l'idée que ce réservoir n'est pas un simple disque, mais une sphère tout autour du Soleil. Bien évidemment, cette sphère n'est pas matérielle, elle est principalement composée de vide, parce que la distance entre les différents objets est immense. Quelques années plus tard, l'astronome Jan Oort, néerlandais cette fois-ci, va compléter la théorie de son homologue estonien en précisant que la plus grosse influence ne provient pas des étoiles, mais des géantes gazeuses, et que c'est, entre autres, l'influence de Jupiter, par exemple, qui les ramène vers le système solaire intérieur. C'est plausible. Je dirais même que c'est probable. C'est pour ça que Oort va faire plus de bruit que son homologue Öpik, et qu'aujourd'hui, le nuage porte son nom. Le nuage d'Oort. Aujourd'hui, bien qu'il nous est impossible de correctement observer le nuage d'Oort de par sa magnitude extrêmement faible, il est pourtant bien réel. Cependant, il ne faut pas prendre le mot nuage au pied de la lettre. En effet, c'est une expression qui désigne un tout. Il nous est tout à fait possible de traverser le nuage d'Oort sans aucune difficulté. Bien que les comètes y soient très nombreuses, la distance qui les sépare d'entre elles peuvent être supérieure à la distance qui sépare la Terre du Soleil. Du moins, pour réussir à franchir cette sphère, il faut pouvoir l'atteindre. Voyageur 1, la sonde la plus lointaine jamais envoyée par l'homme, à plus de 21 milliards de kilomètres de la Terre, n'atteindra pas le cœur du nuage avant des milliers d'années. Le nuage d'Oort est gigantesque. La distance moyenne des objets par rapport au Soleil est d'environ 25 000 unités astronomiques, soit 25 000 fois la distance Terre-Soleil, soit l'équivalent de 3750 milliards de kilomètres. Pour vous aider à visualiser ce nombre astronomique, sans mauvais jeu de mots, voici une petite échelle qui va vous permettre de bien comprendre l'étendue de la chose. Ceci est le système solaire interne, avec en jaune l'orbite de la Terre et en rouge l'orbite de Jupiter. Voici le système solaire externe, avec les autres géantes gazeuses et la ceinture de Kuiper. En haut à droite de l'image se trouve Sedna, une planète mineure au-delà de l'orbite de Pluton et qui met des milliers d'années à compléter une orbite. Voici d'ailleurs sa trajectoire orbitale. Elle est elliptique et gigantesque par rapport aux géantes gazeuses. Mais ce n'est rien par rapport au nuage d'Oort qui tabasse allègrement Sedna en termes de taille. Cette zone se situe donc bien au-delà de l'orbite des planètes, même les plus lointaines. Il faudra attendre alors un sacré paquet d'années pour que les sondes que l'on a envoyées dans l'espace interstellaire puissent franchir complètement ce nuage. En fait, il faudra des millions d'années. Aujourd'hui, le centre des planètes mineures recense environ 4500 comètes dont la trajectoire est correctement définie. Et je ne parle même pas des quelques 4000 comètes qui ont été découvertes et détectées par la sonde SOHO, mais qui ne sont pas référencées directement dans le centre des planètes mineures. Cela fait donc 8000 comètes. Mais pour ce qui est du nuage d'Oort, son nombre estimé est à environ plusieurs milliers de milliards. Et ce n'est pas juste des petits cailloux. Par exemple, la comète de Halley fait 14 km de diamètre. C'est pas mal. Mais on peut encore faire mieux. C'est un gros morceau, mais elle perd un petit peu de sa masse à chaque fois que ces particules de glace se subliment au contact de la chaleur du Soleil, ce qui crée forcément cette queue de poussière de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Alors imaginez maintenant une gigantesque comète de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre qui ne s'est jamais approchée du Soleil et qui part vers le système solaire intérieur. Le spectacle serait alors magnifique. D'autant plus que ses principaux composants n'ont jamais vu la lumière du Soleil de près. Je le rappelle, à une telle distance, c'est la nuit noire. Le Soleil est donc minuscule dans le ciel, on ne le voit presque pas. Mais pourtant, son influence gravitationnelle est bien réelle. Le nuage de Oort est une sorte de reste du disque protoplanétaire il y a 4,6 milliards d'années. Après que les planètes se sont formées, le disque s'est séparé en deux parties pour au final avoir une sorte de trou entre les deux. Aujourd'hui, le nuage est composé principalement de vide et les objets glacés sont tellement dispersés les uns les autres qu'ils peuvent parfois titiller l'influence gravitationnelle d'autres étoiles. Oui, parce que au-delà des milliers de milliards de kilomètres, ça peut aussi titiller les années-lumière de distance. Cependant, l'existence de comètes dans l'espace interstellaire entre deux étoiles est pour l'instant hypothétique. On estime d'ailleurs que l'étoile Gliese 710, à 62 années-lumière du Soleil, risque de perturber le nuage d'Oort dans quelques millions d'années,
et incitera sans doute quelques comètes à quitter le système solaire et à rejoindre celle de l'autre étoile. En revanche, une autre étoile pourrait peut-être nous perturber. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux mystères et de nouvelles aventures cosmiques. Et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine.